Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois de mai. Il y en a eu quelques-unes, mais il y en a eu plusieurs déjà dont je vous ai parlé. Donc, on y va tout de suite. La première lecture que j'ai faite au mois de mai, c'est le livre Monstres invisibles de Chuck Palahniuk. Et c'était une suggestion, en fait, de Sylvain Desmenti. Je l'ai lu dans le cadre de son anniversaire et je vous en parle. Donc, dans cette histoire, on suit Shannon, qui vit là, un conte de fées. Sa vie, elle est parfaite, elle est magnifique, elle est mannequin, elle a un petit ami incroyablement beau et incroyable lui-même. Elle a une meilleure amie aussi qui est mannequin. Sa vie va super bien. Et un beau jour, lorsqu'elle est dans sa voiture, elle va recevoir une balle perdue en pleine mâchoire. Mais ça va tellement être violent comme accident que ça va complètement la défigurer et il y aura pas grand-chose à faire. Elle va avoir l'air monstrueuse, les gens vont arrêter de lui parler, vont s'éloigner d'elle, donc elle va devenir de plus en plus seule. Elle n'aura pas le choix de se réinventer. Et c'est tout ça qu'on va découvrir dans le livre Monstres invisibles. Dès le départ, je sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'avais lu le résumé, je trouvais ça, ma foi, très intriguant. Et j'ai commencé à lire. Le premier chapitre est un énorme coup de poing. T'sais, on comprend pas tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'action, mais ça donnait vraiment envie de savoir la suite, puis d'essayer de comprendre. Ça avait quelque chose de très addictif et de très intriguant. Donc, tu sais, c'est un premier chapitre réussi qui nous met complètement dans l'action et c'est un chaos total. Donc, c'était vraiment une bonne chose de commencer avec ce chapitre-là. Et il y a un procédé qui est utilisé que j'appelle la loupe ou la boucle. Donc, le premier chapitre, c'est quelque chose qui est le plus récent, tu sais, dans le sens que on commence avec le présent, puis après ça, on retourne dans le passé pour éventuellement comprendre le premier chapitre. Mais tu sais, on n'a pas les outils pour comprendre ce premier chapitre-là dès le départ. Puis malgré tout, même lorsqu'on recommence dans le passé, on a quand même de l'alternance dans le présent et le passé, mais à des moments différents là, du premier chapitre. Donc, il y a tout le temps là, ce jeu de aujourd'hui et avant. C'est quand même bien fait, c'est bien écrit, c'est bien ficelé. J'ai trouvé ça facile à lire, agréable. Il y a une petite chose qui avait parfois des passages très descriptifs, particulièrement sur des vêtements ou du maquillage, puis c'est quelque chose qui m'interpelle très peu. Il y a comme une partie au milieu où on devient vraiment deep dans la description et tu sais, c'est une partie où j'ai eu plus de la difficulté, mais de façon générale, là, ça se disait vraiment très bien. Puis tu sais, c'est quand même intriguant parce que on se demande donc ben comment ça se fait qu'elle a reçu une balle perdue en voiture, qui a fait ça, puis tout le monde est un peu des raisons, donc on commence à se questionner, puis à regarder un petit peu tout le monde comme des coupables. L'histoire est ultra bien ficelée pour ça, parce que ça, c'est comme le moteur de l'histoire, c'est la raison, tu sais, la personne qu'on cherche, on essaie de comprendre le pourquoi, le comment de tout ça, mais au fur et à mesure, il y a d'autres petites bombes qui sont lâchées tout au long de l'histoire, et il y a plein de révélations, puis à la fin, c'est juste incroyable, la quantité de révélations, tout ça va dans des directions que j'avais jamais pensé. J'étais pas du tout là. Puis même s'il y a une petite twist que j'ai vu arriver, mais lorsqu'elle s'est vraiment là déficelée, j'étais sous le choc quand même. Donc ça a été une lecture, ma foi, vraiment surprenante. Sylvain m'avait dit qu'il y avait des possibilités que ça allait mal vieillir, puis j'ai pas trouvé tant que ça pour vrai. Tu sais, il y a quand même des sujets intéressants, des sujets importants, et j'ai trouvé qu'ils étaient bien abordés en fonction de l'univers, puis que ça, tu sais, que c'était pas déplacé. Donc ça a été une lecture, ma foi, très surprenante et agréable. Par la suite, j'ai lu Ma douce Soudrina de V.C. Andrews et si vous ne l'avez pas vu passer, j'ai fait un live avec Sylvain Desmenti, Sous le ciel et MH la lectrice. On a parlé de fond en comble avec plein de divulgateurs, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Par la suite, je me suis lancée dans les bandes dessinées, donc j'ai déjà fait une vidéo dédiée pour les bandes dessinées, vous allez pouvoir aller la voir. J'ai lu Poisson à pattes de Blanc, que j'ai beaucoup aimé. René Lévesque, un collectif que il y a des hauts et des bas.
Et je me suis lancée dans un roman de Samuel Champagne, Quand le destin s'en mêle. Donc, c'est une romance, un des premiers romans que Samuel Champagne a écrit, et j'avais très hâte de le découvrir dans quelque chose d'autre de tout ce que j'ai lu de lui récemment. D'ailleurs, c'est une romance entre un garçon et une fille. On va suivre Tristan et Stella. Tristan, c'est une vedette internationale. Il joue dans un groupe de musique qui est super connu. Il peut pas arriver quelque part puis passer incognito, c'est impossible. Stella, elle, au contraire, elle a un désir d'être autrice, mais elle vit à moitié dans la rue, à moitié chez une amie. Sa situation est quand même assez précaire. Et le roman, c'est comme des moments où ils vont se rencontrer à plusieurs reprises et il va juste se passer quelque chose entre les deux qui va faire en sorte qu'ils pourront pas faire autrement que suivre le destin, soit de tomber amoureux. C'est vraiment une romance ultra délicieuse. C'est super doux, c'est super bien fait. On rentre pas dans les gros clichés. Moi, l'enjeu de la romance, c'est souvent, tu sais, le quick de la fin, tu sais, l'aspect qui va pas bien puis qui flanche. Puis j'ai souvent des gros enjeux par rapport à ça. Souvent, c'est des gros tropes, tu sais, des choses qu'on a vues 1000 fois. Souvent, c'est des gros mensonges ou de la grosse mauvaise communication, puis c'est vraiment pas des tropes que j'aime du tout. Mais là, on est allé dans un aspect qui était réaliste, qui était compréhensible, et j'ai tellement aimé la réaction des deux personnages, dans le sens que, tu sais, il y avait une situation qui fait en sorte que leur romance était plus ou moins possible, mais ils l'ont tellement bien géré, je sais pas comment dire autrement. Je comprenais les réactions des deux personnages, je comprenais les réactions autour aussi. Tout était tellement bien ficelé. Et c'est aussi parce qu'il y avait de l'alternance entre Tristan et Stella. Donc, tout au long du livre, on voit le point de vue de Tristan, on voit sa réalité, on comprend aussi son historique amoureux et la relation proche qu'il a avec son band. Puis Stella, ben de l'autre côté aussi, on comprend un peu sa réalité, pourquoi elle est dans la rue, on découvre sa famille et tout ça. Donc, lorsqu'on arrive à ce moment-là, c'est crève-cœur, ça fait super mal, mais c'est comme inévitable. Tu sais, on passe pas dans le mensonge, on rentre pas dans les clichés et j'ai vraiment apprécié tout ça. C'est une petite romance que j'ai dévorée. On s'en va maintenant avec Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Ce livre-là, je vous avouerai que c'est peut-être lui qui me faisait le plus peur. Parce que de sa thématique, la création d'entreprise, c'est pas un sujet qui m'interpelle du tout, en fait. Je vais dire un peu, peut-être, pas du tout. On suit un gars, Kevin, de Titford Mine, qui a envie de partir son entreprise, de faire de l'entrepreneuriat. Et, tu sais, les romans de Jean-Philippe Barry-Guerrard ne sont jamais que des romans, dans le sens que, au fur et à mesure du livre, il y a des réflexions, il y a des questions, il y a des dilemmes. C'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est tout le temps des grosses teintes de gris. C'est intéressant parce que moi, Kevin, je comprenais d'où il venait, il a son background familial aussi, son père, il a réussi dans la business, il a pas envie de prendre le succès de son père puis de veiller là-dessus, il a envie de lui-même créer son propre succès, donc, tu sais, de partir de zéro, donc il va faire ses erreurs, il va se casser la marboulette à certains moments, il va avoir des choses vraiment difficiles à faire. Moi, c'est pas un personnage que j'ai trouvé antipathique ou détestable. J'ai vu des commentaires comme ça dans Goodreads. C'est pas la vibe que ça m'a donné. J'ai vu un gars avec des ambitions et qui met tout en œuvre pour y arriver. Puis, je pouvais comprendre que c'était pas facile à certains moments, qu'il y avait des choix pas faciles à faire, mais qu'en termes business, c'est pas un terme émotif, on peut pas gérer ça de la même façon. Tu sais, moi, je sais que je pourrais pas gérer une entreprise pour mille et une raisons, mais entre autres pour cet aspect-là rationnel. Puis, tu sais, je pense que si c'est ça que tu veux faire, il y a comme une certaine part de ça que tu dois avoir, tu dois être capable de te déconnecter. Donc, j'ai pas trouvé que c'était un personnage pour moi détestable, antipathique. J'ai juste trouvé que c'était un gars qui avait de l'ambition, qui savait qu'est-ce qu'il voulait réussir, qu'est-ce qu'il voulait faire et qui avait pas le choix d'avoir des décisions difficiles à prendre à certains moments. J'avais peur aussi
pour le volet là, création, gestion d'entreprise parce que je pensais rien comprendre de ce sujet-là. Mais finalement, ça a bien été. Il y a aussi un aspect là, innovation technologique que je trouvais ça, ma foi, ultra intéressant. Les idées déployées dans ce livre-là sont brillantes. Donc, juste pour suivre le processus de quelqu'un qui a des idées, qui veut être dans l'entrepreneuriat, puis comment trouver l'affaire, comment trouver le besoin des gens, puis comment trouver des personnes avec qui travailler, réfléchir sur c'est quoi la meilleure option, c'est quoi le meilleur besoin, c'est quoi qu'on comble, c'est qui notre public. J'ai trouvé ça vraiment ingénieux, que quelqu'un ait pensé à écrire un livre comme ça. Juste le vivre, ça doit être quelque chose d'assez complexe, mais l'écrire en plus, je sais pas, je trouvais ça, ma foi, doublement intelligent. Et il y a une chose qui m'a vraiment surpris de ce livre-là, c'est que ce n'est pas écrit à la deuxième personne du singulier. La signature Jean-Philippe Barry-Guérard n'était pas là. Et j'ai trouvé ça, ma foi, déstabilisant. C'était écrit à la première personne au « je ». Et on reconnaît la signature de Jean-Philippe Barry-Guérard, comme je vous disais, tout ce qui est réflexif, c'est brillant, c'est bien écrit, c'est intelligent, ça se lit super rapidement, mais pas d'écriture au-dessus, j'ai été flabbergastée. On s'en va complètement ailleurs, avec une vieillerie directement sortie de ma bibliothèque, Cœur qui soupire, Histoire et mésaventures de rendez-vous galant, de Amy Cameron. Je m'attendais à absolument rien de ce livre-là. Dans ma tête, je me disais, je vais sûrement le DNF, je vais sûrement le laisser tomber parce que ça risque d'avoir tellement mal vieilli, puis d'être lourd, puis pas intéressant. Et ma foi, j'ai été surprise. C'est sûr que les passages où l'autrice nous parle, ça arrive pas si souvent, mais tu vois qu'il y a un petit décalage, par rapport à comment prendre soin de nous, comment avoir une bonne première date et tout ça. Parfois, t'es comme « Ah, ce commentaire-là aujourd'hui, c'est pas vraiment acceptable. » Mais sinon, les petites anecdotes qu'elle a recueillies tout au long de ce livre-là sont, ma foi, délicieuses. Et je pensais que ça allait être un bashing envers les hommes tout au long de ce livre-là, et non plus. C'est pas exactement ça. On voit que autant les hommes que les femmes, chaque personne, c'est des rendez-vous qui se sont pas vraiment bien passé, c'est parfois cocasse, parfois malaisant, mais on n'est vraiment pas là pour comme mettre le blâme ou dire qu'un certain genre, sont plus telle chose qu'un autre. Non, vraiment, c'est des situations de la vie quotidienne, des trucs maladroits qui arrivent, puis c'est vraiment cocasse à lire. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Le fait que c'est rapide, ben tu lis ça, puis tu changes de petites anecdotes, puis ça se lit vraiment rapidement. Étrangement, c'est pas un livre que je recommanderais d'acheter, mais si vous le trouvez quelque part dans une petite boîte de livres ou que quelqu'un vous suggère de le lire, ma foi, c'est divertissant. Je vous dirais que c'est le genre de chick lit que j'aime ou que j'aimerais plus lire. Dans le sens que c'est vraiment comme une histoire qui aurait pu m'arriver à moi, des histoires qui sont arrivées à vos tantes, peut-être à vous-même, des histoires de rendez-vous ratés, puis c'est pas écrit exagéré, c'est pas caricatural, c'est juste la vie et c'est mille et une facettes. J'ai lu La Faucheuse de Neal Shusterman. Par contre, on n'en parlera pas ici parce qu'il va y avoir une vidéo spéciale avec ce livre au mois de juillet. Même chose pour le livre Shades of Shadows, que j'ai mis quelque part, je sais pas trop. Ça va être pour une vidéo spéciale au mois de juillet, donc je vous en parle pas ici non plus. Livre deuxième tome de la série Shades of Magic de V.E. Schwab. La Grange d'en haut de Micheline Dalpé, j'ai lu le deuxième et dernier tome de la duologie. Donc le deuxième tome, c'est L'Exode de Marianne. Là, c'est sûr, c'est le deuxième tome, j'ai pas tellement envie de vous spoiler ce qui s'est passé dans le premier, mais je vous dirais que c'est vraiment juste une continuation, c'est une fiction historique au début des années là, 1900, puis dans le premier tome, on suivait Elena qui avait 30 ans et qui n'était pas encore mariée, puis là, ben, on continue la vie d'Elena au fur et à mesure des années qui passent, on suit d'autres personnages aussi, entre autres Marianne, et différentes situations de la vie à cette époque, comment vous dire des choses sans trop vous en dire. J'ai trouvé que le deuxième tome se disait aussi bien que le premier. Malgré tout, vu qu'on suit différents personnages, c'était un petit peu moins intéressant dans le sens qu'on, on s'attache pas à tout ce beau monde-là, puis il y a quand même pas mal de monde
investie et à l'intérieur de ce livre. Mais j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé que c'était satisfaisant, j'ai trouvé que ça faisait du bien après toutes les épreuves qu'on a vécues pendant 25 ans. Ça se lit rapidement parce que c'est comme pas un format qui s'étend sur chaque moment. Tout est assez rapide, tout est assez léger malgré les moments qui peuvent être plus difficiles. Donc c'est une belle petite duologie fiction historique que je recommande si vous aimez le genre. On s'en va maintenant parler d'Eliza and Her Monster, Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. C'est une suggestion qui m'a été faite par Bibliofolie de Salomé. Je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Je l'avais vu passer dans le temps que c'était populaire, mais souvent lorsque c'est populaire, j'ai pas envie de les lire tout de suite. Donc c'est ça que j'avais fait. J'ai pris ce livre-là, j'ai pas regardé le résumé, et ma foi, j'aurais peut-être dû, parce qu'il y avait vraiment plusieurs choses qui m'auraient dit que ça allait pas me plaire. Donc, Elisa, c'est une fille fin du secondaire, timide, très antisociale. À l'école, elle a pas d'amis. À la maison, ça va pas super bien. Elle a une relation conflictuelle avec ses parents. Comme ses parents veulent essayer de comprendre qu'il y a Elisa, mais elle, c'est pas facile. Même avec ses frères aussi, elle a l'impression qu'ils ont rien qui les rassemble, elle a pas les mêmes intérêts qu'eux. Donc sa vie en vrai est quasi inexistante. Elle va à l'école parce qu'elle a pas le choix, mais elle fait aucun lien avec personne. Elle, sa passion, c'est le dessin. Elle a une webcomic en ligne qui est super populaire. Ça s'appelle La Mère Monstrueuse. Sur le web, elle est vraiment populaire, elle a des amis IRL, des amis virtuels, des gens qu'elle a jamais rencontrés, mais avec qui elle parle, tu sais, très fréquemment. Donc, elle a vraiment comme deux vies, tu sais, la Elisa dans la vie, vraie vie, elle veut pas se faire remarquer, les gens la trouvent un petit peu particulière, mais la vie virtuelle d'Elisa, elle est comme très différente. Elle publie à chaque semaine là, des pages nouvelles de sa webcomic et tout ça, puis elle est très lue, très attendue par les gens. Et cette situation-là est plutôt stable depuis plusieurs années, jusqu'à temps que Wallace arrive à l'école. Donc à son école, puis il se passe quelque chose. Wallace aime beaucoup sa série, puis il commence à avoir ce lien, ce point commun entre les deux. Par contre, Elisa ne dira pas à Wallace que c'est elle la créatrice de cette bande dessinée, et vous pouvez imaginer où est-ce que ça s'en va. Premièrement, les fanfictions. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas de façon générale. Le livre est fait en sorte qu'on a parfois des pages de la fanfiction écrite par Elisa, là, de son webcomic. Et je trouve ça vraiment difficile, moi, de lire un livre avec ça parce que ça sort de nulle part. On connaît pas vraiment l'univers, on connaît pas les personnages, on essaie de grappiller des informations par-ci par-là, mais c'est pas assez complet pour que je puisse comprendre c'est quoi l'œuvre et c'est pas assez détaillé, je suis pas investie. À toutes les fois, j'ai bien de la misère lorsqu'il y a des fanfictions insérées dans un livre. Ça fonctionne juste pas pour moi. C'est comme si tout le monde avait une inside puis moi j'étais pas au courant. Puis même si on dit que les personnages aiment bien ça puis que c'est super populaire, ça fait pas en sorte que moi je comprenne le hype autour de ça, tu sais. Donc ça c'est un élément qui m'a cassé les deux pieds, les deux jambes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas fonctionné dès le départ, puis avoir su qu'il y avait un aspect fanfiction, j'aurais peut-être pas pris la chance de le lire. L'autre enjeu, c'est le ton. Tu sais, j'en lis là des trucs young adult avec des protagonistes de 16-17 ans, mais j'avais l'impression que c'était vraiment jeune, la manière que c'était écrit, la manière que tout était réfléchi. J'avais l'impression d'avoir affaire à des protagonistes du début du secondaire. Là. J'avais vraiment pas l'enjeu, tu sais, de proche de la maturité, proche de, tu sais, l'âge adulte. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça très juvénile. Un autre enjeu à mon appréciation de ce livre-là, c'est Eliza, elle-même, Elisa. En fait, c'est que je la comprends pas. Je comprends vraiment pas ce personnage-là. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce personnage-là. Est-ce qu'on a voulu démontrer à quel point un enjeu d'anxiété peut être contraignant dans plusieurs sphères de notre vie? J'ai l'impression qu'on mélangeait la personnalité d'Eliza avec un enjeu d'anxiété, mais une anxiété pas gérée, puis comme tout était imbriqué.
Puis, tu sais, je comprends que dans la vraie vie, c'est ça, mais c'était vraiment difficile de voir clair au travers de ça. Donc, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on a commencé à suivre une protagoniste très anxieuse, avec un gros enjeu d'anxiété, non diagnostiqué, non traité, non épaulé, et qu'on est arrivé dans un certain moment où ça allait pas nécessairement mieux, mais qu'elle a eu un petit peu plus de relations sociales grâce à Wallace, mais tu sais, ça allait quand même pas mieux parce que c'était pas... Tu sais, il y avait pas de travail sur elle, il y avait pas de réalisation de cette problématique-là. Je sais pas, j'avais l'impression de me faire laisser tomber par rapport à la compréhension de ce personnage-là. L'autre point que j'aimerais aborder, c'est la romance. Tu sais, je sais pas si c'est parce que ça se voulait écrit très juvénile, mais c'est quand même une romance qui est très différente de ce qu'on lit habituellement dans le young adult. Une romance qui se passe très lentement, très doucement, et ça fait du bien de ce sens-là. Parce que souvent, tu sais, dans les young adults, ça se passe vite, puis ça se passe là, tu sais. Alors que eux, ça a vraiment pris leur temps, puis tu sais, même se prendre la main, puis tout ça, tout était comme dans le respect des deux personnages, mais tu sais, tout était vraiment beaucoup plus lent que tout ce que j'ai lu dans la même tranche d'âge. Par contre, qui dit romance, puis dit, tu sais, enjeux, vie vraie, vie virtuelle, qui vont probablement exploser lorsque la vérité va être dévoilée, dit problématique et dit gestion de crise. Et là aussi, j'ai eu des gros enjeux. Parce que Elisa, elle a littéralement fait la chose qui pouvait être la plus blessante au monde envers son chum à ce moment de gestion de crise. Et je comprends pas pourquoi on a voulu aller là. Je comprends pas pourquoi l'autrice, elle a voulu faire ça. Je comprends la détresse du personnage à ce moment-là, mais je trouve ça ultra sans cœur. Même lorsque t'es au plus bas de toi-même, faire la chose que tu sais qui va blesser le plus ton chum du moment qui est là à t'épauler, j'ai trouvé ça inacceptable. Puis vous pourrez me dire qu'elle aussi est en besoin puis tout ça. Oui, complètement. Mais j'ai eu l'impression qu'elle avait une information puis qu'elle s'en est servie pour le puncher, tu sais. Donner un coup de poignard. Comme, ah! Puis il y a aussi tout l'enjeu du gros mensonge. C'est dans ma vie, là, dans ma tête, comme, pourquoi c'était si un enjeu de dévoiler que c'est elle, la créatrice de cette bande dessinée-là, lorsque t'as une petite relation avec quelqu'un, tu sais, éventuellement, c'est sûr que tu dis peut-être pas au premier, tu sais, à la première fois si c'est quelque chose que t'as jamais dit à personne, mais éventuellement, il y avait plein de perches qui étaient tendues, puis elle les ignorait complètement. Lui, il s'est ouvert le cœur, tu sais, grand ouvert, puis elle, c'était comme, il y avait plein de moments qui étaient possibles de parler de ça. Je déteste ce trope de mensonge et de créer des problèmes lorsqu'il y en a pas. Fait que c'est ça. Alors, ça n'a pas été comme la lecture, c'est bien fait, ça s'est lu vraiment rapidement. Puis en lisant, tu sais, j'étais pas nécessairement au désespoir en train de pleurer ma vie à quel point je détestais ça. Mais rétrospectivement, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Et on va finir un petit peu plus sur un high, mais sur un low. Oups! Ma dernière lecture du mois de mai, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. C'est un ouvrage sur les camps de concentration. C'est une non-fiction sur la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est comme j'ai eu une meilleure appréciation du livre, mais le sujet est comme pas vraiment mieux. Donc, c'est l'histoire même de l'auteur qui a écrite à quelques années de sa libération des camps de concentration. Tu sais, pour moi, ça ressemble quand même à une histoire typique de tout ce que vous pourriez lire de personnes qui ont fait partie des camps de concentration. Je dis typique dans le sens que c'est pas typique pour tout ce qu'ils ont vécu, mais dans le sens qu'il y a quand même des choses qui reviennent à toutes les fois qu'on lit des non-fictions, des autobiographies sur des gens qui ont fait partie des camps de concentration. Je vous dirais le tatoueur Auschwitz. Je me souviens plus. Heather O'Neill, peut-être? Je me suis... Non. En tout cas, ça. Puis, Une vie de Simone Veil. Donc, tu sais, il y avait quand même des similarités dans le sens que les gens qui réussissent à sortir du camp de concentration remarquent une certaine part de chance des gens qui les ont pris sous leurs ailes puis qui ont fait en sorte que leur passage soit un minuscule peu moins difficile. C'est un ouvrage
ultra difficile, forcément, parce que de A à Z, on est dans le camp de concentration, c'est tout le temps de la survie, c'est tout le temps de l'humiliation. On ressent aussi quelque chose de très particulier dans cet ouvrage-là, c'est comme une grande distance, comme si c'était pas son histoire à lui. Et il y a comme vraiment pas de haine. Il y a des questions à la fin là, qui sont posées à l'auteur, des questions qui revenaient souvent puis auxquelles il voulait répondre. Et cet aspect-là, tu sais, il dit ce sont tous des humains, je suis pas sûre qu'ils comprenaient nécessairement tout ce qui se passait, mais c'est incroyable de pas avoir cette rage suite à ça. C'est peut-être ce qui distingue cet ouvrage-là de tous les autres ouvrages que vous pourrez lire sur le sujet. Donc, ça fait le tour pour mes lectures du mois de mai. J'espère que vous avez passé des belles lectures, que vous avez fait des belles lectures au mois de mai. Moi, c'était quand même un mois assez rempli. Sur ça, on va voir ce que juin nous réserve. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.